Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Jour d'élection en République démocratique du Congo. Ce mercredi 10 avril, des électeurs de 24 des 26 provinces doivent se rendre aux urnes pour choisir leur gouverneur. Si le Front commun pour le Congo, la famille politique de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila est donnée favori, une coalition de 12 députés ne l'entend pas de cette oreille. Au Sénégal, le gouvernement est désormais connu. Longtemps attendu, l'équipe gouvernementale se montre non seulement plus inclusive, avec 25% de femmes, mais aussi plus représentative des identités régionales. Et au Zimbabwe, les fermiers blancs expulsés lors de la réforme agraire au début des années 2000 vont être indemnisés. Cette réforme lancée par l'ancien président Robert Mugabe avait provoqué un marasme économique. Quels seront les 24 nouveaux gouverneurs en République démocratique du Congo? Les électeurs de 24 des 26 provinces du pays sont aujourd'hui appelés aux urnes pour en décider. Une journée électorale qui s'inscrit dans un contexte particulièrement trouble, notamment après les récentes allégations de corruption sur les sénatoriales. Reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante organise ce mardi 10 mars les scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs des élections indirectes avec les députés provinciaux comme électeurs. Sauf surprise, le Front commun pour le Congo, majoritaire dans la plupart des assemblées provinciales, aura le contrôle de presque toutes les provinces, Kinshasa y compris. Je ne saurais moi ici dire que dans l'absolu c'est l'FCC qui gagne, mais quand je vois comment les cartes se présentent, donc s'il n'y a pas de défection du côté FCC, il n'y aura pas de surprise. Avec 12 députés sur une quarantaine composant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le cap du changement du président de la République est à pied d'œuvre pour diriger la capitale Kinshasa. Pour cette mission difficile, mais pas impossible, le CACH a aligné Laurent Batumona et Gérard Moulumba, respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous pouvons dire que les uns et les autres, c'est-à-dire le PPRD peut faire alliance avec tel ou tel autre groupement, nous autant, et vice-versa. Et là, nous sommes depuis 3 semaines au niveau des conciliabules pour chercher à grossir nos rangs afin de remporter ces élections. Il faut rappeler que les élections sénatoriales ont fait l'objet de controverses avec des allégations de corruption qui ont conduit à une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Une mesure de suspension de l'installation du Sénat a été prise par le chef de l'État, puis levée par la suite. Le nouveau gouvernement continue de cristalliser les débats au Sénégal. S'il est plus représentatif et plus inclusif, avec un taux de 25% de femmes, ce nouveau cabinet gouvernemental sera le dernier disposant d'un Premier ministre. En effet, Mohamed Boun Abdallah Dionne, reconduit le 6 avril 2019, a été chargé par le président réélu Macky Sall de préparer une réforme visant à la suppression prochaine du poste de Premier ministre. Les détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Au Sénégal, la composition du nouveau gouvernement continue de défrayer la chronique. Outre le projet du chef de l'État Macky Sall de supprimer le poste de Premier ministre, plusieurs acteurs s'interrogent sur la question du recentrage de la nouvelle équipe gouvernementale. Désormais, 32 ministres contre 39 précédemment. Il est parti du fait qu'il y a trop de lourdeur dans l'exécution du budget et des lenteurs administratives qui sont incompatibles avec la nécessité d'accélérer les processus de réforme induites par le référendum et ensuite souhaitées par le chef de l'État. L'une des principales attentes du nouveau gouvernement sénégalais portait sur le quota des femmes. À ce niveau, on note une représentation féminine qui passe de 20 à 25%. Ce nouveau gouvernement se veut représentatif des différentes régions du Sénégal, avec au moins un ministre par région. Le chef de l'État en a décidé ainsi pour avoir en permanence les pulsions du peuple sénégalais, la voix de toutes les régions, dans le cadre de sa grande démarche de réforme à travers l'acte 3 de la décentralisation notamment.
Si le nouveau gouvernement présente un aspect resserré, il faut par ailleurs noter certains départs importants, de nouvelles entrées et la création de nouveaux ministères. Certains ténors du précédent gouvernement, eux, sont restés, d'autres ayant changé de portefeuille. Le cas d'Amadou Ba, passé des finances aux affaires étrangères. L'ancien ministre de la Justice, Sidiki Kaba, hérite, lui, des forces armées. La capitale libyenne Tripoli, toujours en proie à l'embrasement militaire. Le maréchal Khalifa Haftar y a en effet envoyé ses hommes. Une offensive qui n'intervient que quelques semaines après la rencontre avec le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, à propos d'une éventuelle unification des pouvoirs. Corinne Kamdem. Lors d'une rencontre le 27 février 2019, le chef du gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj et le général Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne, avaient convenu de la nécessité d'unifier les institutions de l'État afin de mettre un terme aux effusions de sang et de tenir des élections présidentielles et législatives nationales d'ici la fin de l'année 2019. De bons sentiments qui se sont manifestement envolés puisque l'opération de la LNA pour la conquête de Tripoli est entrée dans sa 5e journée ce lundi 8 avril, alors que les forces de Khalifa Haftar ont attaqué l'aéroport de Mitiga dans la capitale. Il voudrait s'imposer par la force parce qu'il n'a jamais accepté la solution politique. Il a rejeté le processus de Skhirat de 2015. Il a rejeté toutes les tentatives, notamment des pays voisins comme l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte et le Soudan, de trouver une solution politique et un dialogue à travers un dialogue inclusif et l'ensemble possible pour saboter la réunion de Damas qui était prévue les prochains jours à l'initiative sous l'égide de l'ONU. Selon le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, la marche de la LNA à Tripoli serait conforme à la déclaration constitutionnelle et à la décision du Parlement de débarrasser la capitale des milices rebelles. À Tripoli, le chef du Conseil d'État, Khaled al-Mishri, a annoncé qu'il rejetait l'opération de l'armée du général Haftar, appelant la GNA à émettre un mandat d'arrêt contre lui. Haftar ne veut pas de solution politique à la crise, il veut une solution militaire pour s'imposer par la force chef de l'État libyen ou chef du futur État libyen, parce que l'État libyen maintenant est un peu éparpillé, et là il compte sur les soutiens étrangers sous prétexte de lutte contre les groupes djihadistes et sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui commande environ 25 000 combattants, a lancé son offensive la semaine dernière pour capturer la capitale Tripoli. L'offensive, qui était supposée être prompte et efficace, s'est heurtée à la défense du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Maintenant, elle revêt le spectre d'un conflit mortel. Selon la GNA, au moins 32 personnes ont déjà perdu la vie et environ 50 ont été blessées lors des combats qui ont débuté la semaine dernière. C'est une page qui se tourne au Zimbabwe, alors qu'en l'an 2000, l'ancien président Robert Mugabe lançait une réforme agraire qui a plongé le pays dans un marasme économique. Les fermiers blancs, principales cibles de cette réforme et expulsés de leurs terres, seront bientôt indemnisés. Solène Duplessis. Près de 4000 fermiers blancs au Zimbabwe s'étaient vus retirer leurs terres après la mise en place d'une réforme agraire lancée par l'ancien président Robert Mugabe début des années 2000. Une réforme décriée que l'actuel gouvernement souhaite désormais corriger. Le ministère des Finances a pour cela annoncé l'indemnisation d'ici mai prochain des milliers de propriétaires blancs expulsés. Cette compensation est inscrite dans notre constitution et de ce que je sais, c'est une obligation constitutionnelle. Je veux régler tous les problèmes et les disputes autour de la résolution de la question des terres. L'expropriation des fermiers blancs visait à rendre aux fermiers noirs leurs terres confisquées lors de la colonisation. Pourtant, depuis la mise en place de cette mesure, le pays, alors considéré comme grenier à blé de l'Afrique australe, est confronté à une importante crise économique et une pénurie de nourriture. C'était aussi une façon pour le gouvernement de juguler la crise alimentaire qui a été induite non seulement par la mauvaise application de cette réforme agraire, parce que les agriculteurs blancs ont fait du Zimbabwe les greniers de l'Afrique. Mais avec cette réforme, le Zimbabwe avait perdu cette place-là, n'était plus dans son piédestal, donc c'est une façon de juguler la crise alimentaire qui pointe au Zimbabwe. Afin de résorber la crise et attirer les investisseurs, l'actuel président Emmerson Mnangagwa mise notamment sur l'agriculture. Son gouvernement a prévu un budget de 53 millions de dollars en 2019 pour indemniser les propriétaires expulsés. Il a également ordonné l'évacuation des fermes occupées illégalement et la prolongation de 5 à 99 ans du bail des fermiers blancs épargnés par la réforme agraire.
Partons à présent au Burkina Faso où le festival Reggae City a célébré son 5e anniversaire du 4 au 7 avril 2019. Le contexte sécuritaire difficile n'a pas empêché des milliers de mélomanes de venir applaudir Nana Sabari, Osibi Johan, Océan, ZMO ou encore Sams Klodja. Retour sur cet événement dans ce sujet de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Débuté le 4 avril 2019, l'acte 5 de Reggae City Festival a réuni du beau monde au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le festival est resté fidèle à son format et n'a pas manqué de lancer un appel à la cohésion sociale. Une édition de sélection 100% reggae burkinabé qui a connu la participation d'une vingtaine d'artistes, parmi lesquels Nana Sabari, Osibi Johan, Océane, Zedmo ou encore Sams Klodja. L'occasion de dire merci à cette jeunesse du Burkina Faso qui, malgré l'adversité, veut faire comprendre aux uns et aux autres que personne ne fera plier le Burkinabé. Comme le frère Océan l'a chanté, on ne cédera pas. En pleine phase de consolidation, l'engouement populaire autour du cadre pour les organisateurs réside dans la forme de résistance qu'ils développent. Les changements sociopolitiques intervenus en 2014 et même la résistance au coup d'État, quelque part, sont mis à l'actif de ce monde Rasta Reggae, si bien que dans la vie, on a beaucoup plus de sympathie et les gens comprennent mieux notre combat. Reggae City Festival 2019 a aussi servi de plateforme pour les organisateurs de témoigner de leur solidarité aux victimes des récentes violences communautaires qui ont fait plusieurs dizaines de victimes au Burkina Faso et au Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.